il y a un moteur Toyota qui peut s'arrêter net en pleine route sans prévenir. Cognement, perte de puissance et le bloc qui se grippe. La cause? Des copeaux de métal, de la limaille oubliée à l'intérieur du moteur pendant sa fabrication. Le constructeur le plus méthodique du monde, celui qui a fait de la propreté industrielle une religion, a laissé des résidus d'usinage détruire ses propres moteurs. Et le plus troublant, ce n'est pas le défaut lui-même. C'est que Toyota n'arrive pas à le réparer depuis 4 ans. Je vous explique pourquoi cette rustine ne tient pas. Alors, posons les choses. Parce que vous allez voir des titres partout, des chiffres qui dansent et personne pour vous dire ce que ça veut vraiment dire. Toyota rappelle ses moteurs. Pas 1, pas 10, pas 1000. Près de 270 000 véhicules étalés sur 3 campagnes successives. Et ces 3 campagnes, il faut les regarder une par une, parce que c'est leur enchaînement qui raconte l'histoire, pas le chiffre final. Première campagne en mai 2024. Un peu plus de 102 000 unités des Tundra et des Lexus LX, millésime 2022 et 2023. À ce moment-là, Toyota pense tenir le problème. On identifie, on nettoie, on annonce une solution. Affaire classée, du moins, on le croit. Deuxième campagne en novembre 2025. Et là, ce n'est plus 102 000, c'est 126 000 de plus que le premier rappel. Et nouveauté, pour la première fois le Lexus GX entre dans la liste. Le périmètre s'élargit, ce qui devait être un incident circonscrit se met à grossir. Troisième campagne, en mai 2026, il y a quelques jours à peine. Encore 44 000 camions ajoutés à la pile. Vous additionnez tout ça, vous arrivez aux alentours de 270 000 moteurs sortis d'usine avec une bombe à retardement dedans. Et je pèse mes mots, bombe à retardement. Parce que le défaut là, il n'est pas cosmétique. On ne parle pas d'un capteur qui clignote, d'un écran qui plante, d'un joint qui suinte. On parle du palier de Villebrequin, le cœur du moteur, la pièce sur laquelle tourne tout le reste. Quand cette pièce lâche, ce n'est pas une réparation, c'est un moteur mort. Maintenant, qu'est-ce que Toyota représente pour vous, pour moi, pour n'importe qui a passé 30 ans à mettre les mains dans les moteurs? Toyota, c'est le maître étalon. C'est la marque qu'on recommande quand on veut dormir tranquille. La voiture qu'on conseille à sa mère, à son gendre, au gars qui n'y connaît rien et qui veut juste que ça démarre tous les matins pendant 15 ans. Toyota, c'est l'incrévable. Le moteur qu'on retrouve à 400 000 km avec son carnet d'entretien et 3 vidanges de retard et qui tourne encore comme une horloge. Ça, c'est la légende, et la légende n'est pas usurpée. Je vais être clair là-dessus tout de suite parce que je ne suis pas là pour vous raconter que Toyota est devenue une marque pourrie. C'est faux. En décembre 2025, l'organisme américain Consumer Reports a replacé Toyota numéro 1 mondial de la fiabilité. Numéro 1, devant tout le monde. Devant Subaru, devant Lexus, devant les Allemands, devant tout le plateau. Mesurez bien le paradoxe. Au moment exact où Toyota traîne le plus gros rappel moteur de son histoire récente, au moment où elle arrache 270 000 blocs, on la couronne championne mondiale de la fiabilité. Les deux sont vrais en même temps, et c'est précisément ce qui rend cette histoire intéressante. Alors, comment on réconcilie ça? Comment la marque la plus fiable du monde se retrouve à arracher 270 000 moteurs? Le moteur en cause, il a un nom V35 AFTS, un V6 de 3,4 L biturbo. Et déjà là, premier détail qui en dit long. Toyota le commercialise en l'appelant 3,5 L. 3,5 alors qu'il fait 3,4. Un mensonge minuscule, ridicule même, mais révélateur. Quand le marketing arrondit jusque dans la cylindrée gravée sur le couvre-culasse, c'est qu'on est déjà dans un monde où l'apparence prime sur la mécanique. Ce moteur donc, il équipe le pick-up Tundra, le gros 4x4 Lexus LX et le Lexus GX. Des véhicules qu'on ne voit quasiment pas chez nous, je vous rassure tout de suite. Je vous montrerai à la fin pourquoi cette panne américaine est en train de vous parler à vous. Dans votre garage en France, en 2026. Revenons aux défauts. Pendant l'usinage du bloc moteur, des copeaux métalliques, de la limaille, des résidus d'usinage qui, selon Toyota lui-même, n'ont pas été entièrement éliminés avant l'assemblage. Et ces copeaux, sous l'effet de la charge, ils migrent. Ils se déplacent à l'intérieur du moteur et viennent se loger là où il ne faut surtout pas, le palier numéro 1 du Villebrequin. Et là, c'est mécanique, implacable. Le palier travaille sous des charges énormes avec des tolérances de l'ordre du centième de millimètre. Vous glissez une saleté là-dedans, ça ne pardonne pas.
Le métal frotte le métal, ça chauffe, ça s'use et un beau jour. Le palier se grippe, le vilebrequin se bloque, le moteur s'arrête. Net. Toyota précise même que selon la taille des copeaux, le processus peut prendre du temps. Certains débris sont si petits que la dégradation s'étale sur des mois, voire des années. Traduction concrète pour le propriétaire. Votre moteur peut héberger sa propre fin, sans le moindre symptôme pendant très longtemps. Tout va bien jusqu'au jour où plus rien ne va. Les symptômes officiels, ce que Toyota a communiqué aux autorités américaines, la NHTSA. Cognement, fonctionnement irrégulier, refus de démarrage et perte de puissance motrice. Cette dernière, retenez-la bien parce que c'est la plus dangereuse. Ça veut dire que le moteur peut lâcher en roulant sur autoroute à 130, avec une remorque derrière, une famille à bord et plus aucune puissance pour vous sortir de là. La NHTSA elle-même classe ce risque comme un danger d'accident. On n'est pas dans le confort, on est dans la sécurité. Et regardez comment cette affaire est née parce que la chronologie à elle seule raconte tout. Mars 2022. Un véhicule équipé de ce moteur cale tout simplement. Toyota récupère les pièces, ouvre une enquête et découvre que les paliers principaux du vilebrequin se sont grippés. Premier signal. On pourrait croire à un cas isolé, sauf qu'en juillet de la même année, rebelote. 2 autres moteurs sont retrouvés avec des roulements endommagés. 3 moteurs en quelques mois, tous frappés au même endroit. À ce stade, Toyota fait l'hypothèse d'une contamination interne et ordonne le durcissement du process de nettoyage. C'était en 2022, on est en 2026 et le problème court toujours. 4 années pleines entre le premier moteur calé et aujourd'hui sans solution définitive. Gardez cette ligne du temps en tête parce qu'on va y revenir et elle va peser lourd. Bon, voilà pour la mécanique, vous avez compris le quoi. Maintenant, je vais vous montrer le comment et surtout le pourquoi. Et c'est là que l'histoire bascule parce que l'explication officielle de Toyota, des copeaux d'usinage, elle a un trou, un gros trou. Et quelqu'un est allé mettre les doigts dedans. Mais avant ça, un détour qui change tout. Parce que pour comprendre pourquoi ce moteur casse, il faut comprendre d'où il vient et surtout ce qui l'a tué pour exister. Ce V35A, ce biturbo, il n'est pas arrivé par hasard. Il a remplacé quelque chose. Et ce qu'il a remplacé, c'est un monument. Le V8 atmosphérique 5,7L de Toyota, le 3URFE. Un bloc sans turbo, sans suralimentation, sans électronique de gavage. Un gros V8 qui buvait, c'est vrai, qui consommait comme un trou, mais qui tournait jusqu'à la fin des temps. Incrévable au sens propre. Le genre de moteur qu'on enterre dans une casse avec 500 000 km au compteur, et qui pourrait redémarrer si on lui remettait une batterie et un peu d'essence. Demandez à n'importe quel routier, n'importe quel artisan qui a eu un Tundra ou un Land Cruiser de cette génération, ils vous diront tous la même chose. Ça ne cassait pas. Pourquoi Toyota a-t-il abandonné ce V8? Pour les mêmes raisons que tout le monde. La consommation, les normes, le CO2. Il fallait un moteur qui fasse autant de couples, voire plus, en buvant moins. Et la recette miracle de l'industrie depuis 15 ans, c'est toujours la même. On réduit la cylindrée, on colle des turbos, on monte la pression. Le downsizing, sur le papier, c'est brillant. Plus de couples à bas régime, moins de consommation, moins de CO2. Les normes sont contentes, le commercial est content. Le client lit une fiche technique flatteuse. Tout le monde est content, sauf le moteur. Parce qu'un moteur fortement suralimenté, c'est un moteur sous pression permanente. Plus de chaleur, plus de contraintes internes. Chaque pièce travaille plus dur que dans un atmosphérique de cylindrée équivalente. Vous demandez à un 3,4 L de faire le boulot qu'un 5,7 L faisait tranquillement. Forcément ça force. Et dans un véhicule comme le Tundra, un camion qui tracte, qui charge, qui bosse, qui passe sa vie en pleine charge thermique, cette contrainte est maximale. Le résultat était prévisible. Vous prenez une architecture poussée à fond, vous y ajoutez la moindre fragilité interne, un copeau, une tolérance limite, et ça casse. Là où le vieux V8 aurait avalé la saleté sans broncher pendant 300 000 bornes. Vous voyez où je veux en venir? Le défaut, ce n'est peut-être pas que les copeaux. Le défaut, c'est peut-être le moteur lui-même, sa conception, sa complexité, et c'est exactement ce qu'un homme a démontré tournevis à la main. Eric Berg, un spécialiste américain du démontage moteur. Une chaîne entière dédiée à ça. Il ouvre des moteurs cassés et il vous montre pièce par pièce ce qui a lâché. Pas un journaliste, pas un youtubeur qui récite un communiqué. Un type qui démonte et qui regarde.
Il a récupéré un V35 à mort, un moteur sorti d'un Tundra avec 38 000 miles au compteur, même pas 62 000 km, un moteur quasi neuf. À cet âge-là, un Toyota, normalement, il commence à peine à se faire. Il l'a ouvert, et les paliers principaux, ravagés. 2 d'entre eux avaient carrément tourné dans leur logement, ce qu'on appelle un palier qui a tourné. Le pire scénario qui soit, surchauffe, métal arraché, transfert de matière directement sur le vilebrequin, une boucherie interne. Mais, et c'est ça le détail qui tue, les coussinets de bielle, eux, étaient propres, nickel, intacts, alors qu'elle partage le même circuit d'huile que les paliers détruits. Réfléchissez 2 secondes. Si le coupable c'était vraiment des copeaux qui se baladent dans l'huile, où irait-il? Partout. L'huile circule dans tout le moteur. Elle passe par les bielles comme par les paliers. Des débris en suspension abîmeraient les deux. Or non, les dégâts sont concentrés sur les paliers principaux, pile à l'endroit le plus chargé du moteur, là où les contraintes sont maximales. Ce n'est pas un schéma de contamination. C'est un schéma de surcharge de pièces sous-dimensionnées pour ce qu'on lui demande d'encaisser. Berg ne va pas jusqu'à trancher, soyons honnêtes. Il évoque des pistes. Tolérance d'usinage, dimensionnement des paliers, irrégularité de pression d'huile. Il ne dit pas Toyota a menti, il reste prudent, en bon technicien. Mais quand un mécano regarde ces photos, il voit tout de suite que l'histoire des petits copeaux, elle est courte, très courte. Elle explique peut-être une partie des casses, elle n'explique pas ce schéma de destruction-là. Et Toyota dans tout ça? Eh bien Toyota maintient sa version, les copeaux. Toujours les copeaux. Officiellement, rien d'autre. Sauf que, et accrochez-vous parce que c'est le moment où ça devient vraiment gênant, le 3e rappel, celui de mai 2026, concerne les 44 000 derniers camions. Ces moteurs-là, ils ont été fabriqués après que Toyota a mis en place ses contrôles. Toyota a identifié le problème dès 2022, a durci ses procédures de nettoyage dans son usine d'Alabama, a annoncé que c'était réglé. Et les moteurs fabriqués avec les nouvelles procédures cassent quand même. Alors, je pose la question que personne n'ose poser franchement. Si le problème c'était juste la propreté, et que vous avez nettoyé, renforcé, contrôlé, pourquoi ça casse encore? La réponse logique, elle est sous vos yeux. Parce que ce n'était jamais qu'une question de propreté. La rustine ne tient pas parce qu'elle est posée au mauvais endroit. On nettoie un moteur dont le vrai problème n'est peut-être pas la saleté, mais le dessin. Voilà où on en est. Le constructeur du zéro défaut, l'inventeur du Kaizen, cette philosophie d'amélioration continue qu'on enseigne dans toutes les écoles d'ingénieurs de la planète, met 4 ans à colmater ce qu'il présente comme une fuite de copeaux. 4 ans. Première alerte en mars 2022, on l'a vu, un moteur qui cale, une enquête interne qui découvre des paliers grippés. Et en mai 2026, toujours pas de remède définitif validé. Les clients attendent, on les préviendra par phase. Traduction de mécano. Prenez votre mal en patience, on ne sait pas encore quoi faire, on vous tiendra au courant. Et pendant qu'on y est, un détail qui en dit plus long que tous les communiqués. Le Tundra existe aussi en version hybride. Même usine, même chaîne de montage, mêmes ouvriers, le même camion à quelques pièces près. Eh bien le Tundra hybride, lui n'a aucun rappel, aucun problème, il est épargné, pas un seul moteur hybride concerné par toute cette affaire. Et Toyota n'explique pas pourquoi. Le silence sur ce point précis est total. Vous voyez la différence entre les deux versions? Une seule au fond. La sollicitation. Sur l'hybride, le moteur électrique prend le relais, soulage le thermique, lisse les pics de charge, démarre la voiture, pousse à bas régime. Le V6 essence travaille moins fort, moins souvent, moins violemment. Sur la version non hybride, le V6 encaisse tout seul, tout le temps. La version qui force casse. La version assistée tient. La même usine produit les deux, et seule la mécanique la plus tendue lâche. Si ça, ce n'est pas la preuve que le problème est dans la conception et dans la sollicitation, et pas seulement dans le balai de l'usine, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Bon, reprenons notre souffle parce que là, vous vous dites peut-être « D'accord, mais 270 000 moteurs sur combien de plaintes réelles? Combien de casses, pour de vrai ?» Et c'est une vraie question honnête. Je vais y répondre tout aussi honnêtement, parce que je ne suis pas là pour vous gonfler un chiffre. Au stade du premier appel, Toyota n'avait reçu que 824 réclamations sous garantie. 824 sur plus de 100 000 véhicules. Autrement dit,
Le taux de casse réellement constaté est faible, très faible, moins de 1%. La grande majorité de ces moteurs n'a jamais eu et n'aura peut-être jamais le moindre souci. Soyons justes là-dessus. Si vous deviez parier, statistiquement, votre moteur tiendrait. Ah, vous voyez, me direz-vous, ce n'est pas si grave, vous en faites des tonnes. Sauf que c'est là que ça devient intéressant parce que malgré ce taux ridicule, malgré ses 824 plaintes sur 100 000 véhicules, Toyota a décidé de remplacer les moteurs. Tous, y compris les moteurs parfaitement sains. Des moteurs qui n'ont rien, qui tournent bien, qui n'ont jamais cogné, jamais calé, et qu'on va déposer pour en remettre un neuf. Un moteur complet, le coût le plus élevé qui soit pour un constructeur. Posez-vous la question, pourquoi un constructeur ferait une chose pareille? Pourquoi remplacer des moteurs qui marchent à un coût astronomique par pure précaution quand 99% d'entre eux ne casseront jamais? Une seule explication tient debout. Parce qu'il est incapable de savoir lesquels sont touchés. Toyota l'admet noir sur blanc. Ils ne savent pas combien de moteurs contiennent réellement le défaut. Ils ne peuvent pas les distinguer. Pas de test fiable pour dire « celui-là est bon, celui-là est condamné ». Alors, dans le doute, on remplace tout, on rase tout pour être sûr. Ça, c'est l'aveu. L'aveu d'une perte de contrôle sur son propre process industriel. Le roi de la maîtrise, celui qui a inventé les méthodes que la Terre entière copie, qui ne maîtrise plus assez pour trier ses propres moteurs. C'est ça l'information, pas le nombre. La perte de contrôle. Toyota le savait mieux que personne. Toyota a bâti un empire planétaire là-dessus, sur cette idée simple. Et le jour où Toyota l'a oublié, sur un seul moteur, sur une seule gamme pour suivre la mode du downsizing comme les autres, ça lui a coûté 270 000 blocs à remplacer et une fissure dans la légende. La fissure n'est pas mortelle, soyons clairs jusqu'au bout. La légende tient encore, Toyota reste numéro 1 et je continuerai à recommander leurs hybrides les yeux fermés parce que ça marche. Mort, la fissure est là, bien réelle, visible. Et elle nous dit une chose simple, valable pour toutes les marques, sur toutes les voitures que vous achèterez désormais, japonaises ou pas. Plus c'est sophistiqué, plus ça casse. Ce n'est pas un forfait de garage négocié en douce, ce n'est pas un abonnement d'entretien premium pour rassurer le client, ce n'est pas un kit de nettoyage surfacturé déniché au rayon accessoires d'un centre auto. C'est une refonte complète des flux d'argent de l'après-vente. Pour comprendre comment la même pièce, dans la même catégorie mécanique, subit un traitement radicalement différent sur le marché français et européen par rapport au reste du monde, il faut regarder la réalité de nos routes. En France, un véhicule utilitaire ou un grand break de fonction ne passe pas sa vie à rouler à 30 km/h sur des pistes de terre. Il enchaîne 40 000 km par an sur l'autoroute A6, calée à 130, ou subit les arrêts répétés des zones logistiques périurbaines sous une réglementation thermique européenne ultra stricte. Les intervalles de maintenance y sont poussés au maximum, parfois jusqu'à 30 000 km entre deux vidanges, pour afficher des coûts de détention bas pour les flottes d'entreprises. Ailleurs, on vidange tous les 10 000 km ou tous les 6 mois. Chez nous, le réseau de concessionnaires officiels facture le remplacement d'un bloc complet à tarif qui oscille entre 12 000 et 18 000 euros, selon le taux horaire de la main-d'œuvre locale, alors que la valeur résiduelle de la voiture s'effondre dès la 5e année. Pour comprendre pourquoi c'est ainsi, pourquoi l'industrie préfère aujourd'hui masquer la fragilité structurelle par des campagnes de rappel massives plutôt que par une ingénierie surdimensionnée à la base, il faut remonter à l'année 2015. C'est le point de bascule où les contraintes d'homologation ont définitivement pris le pas sur les lois de la métallurgie. Pour bien saisir la faille, il faut plonger sous le couvre-culasse et regarder ce qui s'y passe en termes de physique pure. Un moteur moderne, c'est comme une cocotte minute en aluminium sous haute pression. Quand vous réduisez la taille des cylindres mais que vous voulez garder la même force pour déplacer 2 tonnes de métal, vous devez tricher. Pour tricher, on injecte de l'air de force à l'aide des turbos et on augmente la pression d'injection du carburant à des niveaux stratosphériques. Visualisez une seringue médicale. Plus le trou est petit, plus vous devez appuyer fort sur le piston pour faire sortir le liquide. Dans ces blocs, la pression interne équivaut à poser le poids d'un éléphant sur la surface d'un timbre-poste à chaque explosion dans la chambre de combustion.
Toute cette énergie mécanique descend directement le long des bielles pour faire tourner le vilebrequin. Le vilebrequin, c'est la colonne vertébrale du moteur, une lourde pièce d'acier forgé qui tourne sur des coussinets lubrifiés par un mince film d'huile. Ce film d'huile n'est pas plus épais qu'un cheveu humain, mais c'est lui, et lui seul, qui empêche le métal de frotter contre le métal à 4000 tours par minute. C'est ici que l'histoire des copeaux d'usinage montre ses limites physiques. La procédure de lubrification fonctionne en circuit fermé, comme le système sanguin. Une pompe aspire l'huile dans le carter, l'envoie à travers un filtre, puis la distribue sous pression aux paliers principaux et aux bielles. Si le problème venait uniquement de résidus métalliques oubliés lors du perçage des canaux d'huile en usine, ces débris agiraient comme du sable jeté dans un engrenage. Ils rayeraient tout sur leur passage, sans distinction. Or, la destruction chirurgicale du premier palier démontre une toute autre réalité thermodynamique. Sous l'effet du downsizing, la flexion microscopique du vilebrequin sous forte charge écrase localement le film d'huile. Le film se rompt, la température monte instantanément à plus de 300 degrés, le traitement de surface des coussinets fond et la matière s'arrache. C'est l'effet de cisaillement. C'est le moment précis où la mécanique capitule face à la feuille de calcul des comptables. Cette dérive n'est pas née d'un accident de production isolé, elle découle d'un historique de conception vieux d'une décennie. Au début des années 2010, l'industrie automobile mondiale a opéré un virage à 180 degrés sous la pression des réglementations environnementales. En Europe et en France, les barèmes du bonus-malus écologique ont commencé à pénaliser lourdement les cylindrées supérieures à 2 litres, transformant l'achat d'un moteur atmosphérique traditionnel en gouffre fiscal pour le consommateur. Pour contourner la taxe sans perdre la clientèle des professionnels et des gros rouleurs, les bureaux d'études ont standardisé l'usage de blocs en alliage d'aluminium à parois minces, réduisant le poids mais aussi la capacité intrinsèque du moteur à absorber et dissiper les chocs thermiques. Un bloc en fonte d'autrefois acceptait les variations de température sans broncher. Un bloc moderne en alliage léger se déforme de quelques microns sous la contrainte, modifiant l'alignement parfait des paliers. L'Union européenne régule ce secteur de manière drastique à travers les cycles d'homologation de plus en plus sévères, qui mesurent les émissions au milligramme près. Pour passer ces tests, les constructeurs n'ont pas seulement réduit la taille des moteurs, ils ont aussi fluidifié les huiles mécaniques à l'extrême. On est passé en quelques années d'une huile classique relativement épaisse à des indices de viscosité proches de l'eau, comme la 0W20 ou la 0W16. Une huile ultra fluide réduit les frictions internes de 2 à 3%, ce qui permet de gratter les derniers grammes de CO2 nécessaires pour éviter les amendes de l'Union européenne. Mais ce que l'UE mesure sur un banc d'essai standardisé ne reflète pas la réalité d'un véhicule chargé au maximum sur l'autoroute A7 en plein mois d'août. À haute température, cette huile devenue trop liquide ne parvient plus à maintenir la séparation physique entre les pièces en mouvement. Le taux de protection s'effondre de près de 40% dès que le moteur subit une charge prolongée. Le système est calibré pour valider une norme environnementale sur le papier, pas pour garantir la longévité de la structure mécanique dans le monde réel. Maintenant, ce que vous faites concrètement dans votre garage pour protéger votre voiture et ne pas subir ce système. La première action, la plus cruciale, consiste à rejeter la préconisation constructeur des intervalles de maintenance pour imposer votre propre calendrier. Si votre carnet d'entretien français affiche fièrement une vidange tous les 30 000 km ou tous les 2 ans pour complaire aux flottes professionnelles, vous barrez ce chiffre. Vous passez à un intervalle strict de 10 000 km ou 1 an maximum. Le premier des 2 termes échus. C'est le seul moyen de purger la limaille microscopique et d'éviter que l'huile, dégradée par les résidus de carburant, issus des cycles de régénération ou des démarrages à froid, ne perde son pouvoir de protection. La deuxième étape concerne la sélection du fluide que vous versez dans le carter, et cela demande de la méthode. Cette opération s'effectue impérativement sur un moteur chaud, après au moins 20 minutes de roulage, pour que l'huile soit parfaitement fluide et entraîne avec elle un maximum de dépôts lourds, en s'écoulant par gravité. Vous laissez couler le lubrifiant pendant au moins 30 minutes, sans vous presser. Au moment du remplissage,
Vous n'achetez pas l'huile de premier prix du supermarché du coin, mais un lubrifiant de synthèse intégrant des additifs renforcés en zinc et en phosphore, des composants que l'industrie réduit progressivement pour préserver les catalyseurs, mais qui restent les ultimes remparts anti-usure quand le film d'huile se rompt sous la pression. La troisième étape est technologique et systématique. Le changement systématique du filtre à huile à chaque vidange, sans exception, accompagné d'une inspection minutieuse. Vous ne vous contentez pas de jeter la cartouche usagée à la poubelle. Vous prenez un cutter, vous découpez le média filtrant en papier et vous l'étalez sous une bonne lampe de bureau. Si vous y percevez des reflets pailletés, des points brillants d'un demi-millimètre, c'est de la limaille. Le diagnostic est posé avant même que le moteur ne cogne. Cette surveillance visuelle prend 5 minutes, mais vous évite de découvrir la panne à 130 km/h sur la voie du milieu d'une autoroute. La quatrième règle impose de modifier radicalement votre gestion thermique au quotidien, particulièrement en hiver. Un moteur densifié ou équipé de turbo ne doit jamais être sollicité en charge avant que l'aiguille de température d'huile, et pas seulement celle de l'eau, n'ait atteint sa valeur nominale de 90 degrés. Cela exige environ une dizaine de kilomètres de roulage paisible. À l'inverse, après un trajet autoroutier ou une montée de col, vous ne coupez pas le contact immédiatement. Vous observez une minute d'attente au ralenti avant d'éteindre le contact. Ce délai maintient la circulation d'huile et empêche le lubrifiant de carboniser instantanément dans les paliers du turbo brûlant, ce qui boucherait les conduits de lubrification à long terme. La cinquième étape est une mesure de protection préventive lors de chaque grand entretien, le prélèvement d'un échantillon d'huile pour analyse en laboratoire indépendant. Lors de la vidange, vous récupérez un flacon de 50 ml au milieu du flux d'écoulement. Pour un coût d'environ 50 à 80 €, ces laboratoires français analysent la présence de métaux lourds, en partie par millions. Si le rapport indique un taux anormal de cuivre, de plomb ou d'étain, vous avez la preuve scientifique que les coussinets de Biel ou de Villebrequin sont en train de peler. Avec ce document, le rapport de force avec votre concessionnaire ou votre assureur, en cas de demande de prise en charge, change du tout au tout. Faisons les comptes de cette stratégie de résistance mécanique. Vos coûts pour une vidange intermédiaire faite par vous-même à la maison s'élèvent à environ 70 € d'huile de haute qualité et 15 € de filtre d'origine. Le garage officiel, lui, vous facture l'équivalent de 250 à 420 € pour la même opération, tous les 30 000 km, en utilisant souvent une huile de vrac standardisée. Sur une distance de 100 000 km, votre calcul est limpide. Vous aurez investi environ 850 € en fluide et en filtre pour réaliser 10 vidanges rapprochées, là où le plan officiel ne vous en aurait imposé que 3 pour un coût d'environ 1100 € de facture d'atelier. Vous dépensez moins d'argent tout en multipliant par 3 la protection réelle de votre capital mobile. Un avertissement mécanique majeur s'impose toutefois pour savoir quand ne pas appliquer aveuglément ces méthodes de compensation. Si votre véhicule est un modèle équipé d'une courroie de distribution humide, c'est-à-dire qui baigne directement dans l'huile moteur, comme certains blocs 3 cylindres très répandus sur le marché français, vous ne devez sous aucun prétexte modifier l'indice de viscosité ou utiliser des huiles non homologuées spécifiquement par le constructeur. Une huile inadéquate ou suradditivée attaquera les polymères de la courroie, provoquant son effilochage prématuré et le colmatage immédiat de la crépine de pompe à huile. La protection de ce qui a de la valeur demande de la précision. On ne soigne pas un défaut de conception géométrique en créant une incompatibilité chimique destructrice. Pour mesurer l'ampleur du phénomène dans le monde réel, il suffit de regarder la gestion des flottes logistiques privées et des véhicules de service dans les grandes agglomérations européennes. En Île-de-France, une entreprise de livraison urbaine, exploitant une cinquantaine d'utilitaires légers densifiés sur une période de 3 ans, a constaté une hausse de 35% des incidents liés à la lubrification par rapport à la décennie précédente, alors même que les fiches techniques promettaient des coûts d'entretien réduits de 15%. La réalité des chiffres se niche dans les bases de données des assureurs spécialisés dans les pannes mécaniques, en France et au sein de l'Union européenne. La réduction de la cylindrée moyenne combinée à l'allongement des intervalles de maintenance
a provoqué un doublement des cas de rupture de palier ou de grippage de turbo sur les véhicules ayant dépassé les 120 000 km. Ce constat tranche radicalement avec les marchés nord-américains ou du Moyen-Orient, où les volumes de clarté d'huile plus généreux et la culture de la vidange rapide limitent statistiquement l'accumulation de résidus destructeurs. Dans l'écosystème de la prévente, 2 ou 3 grandes marques de lubrifiants captent l'essentiel des marges en déclinant une formule de base identique sous une multitude de labels d'homologation constructeurs spécifiques. Ces bidons vendus en concession, entre 25 et 32 € le litre, ne sont souvent que des versions diluées de fluide industriel, standard accessible en ligne pour moins de 8 €, reconditionnés pour donner une illusion de haute technicité indispensable à la survie financière des réseaux officiels. Les études indépendantes publiées par des revues techniques européennes de référence confirment que la différence de performance réelle entre une huile premium badgée par un constructeur et une huile générique répondant aux mêmes normes de l'Association des constructeurs européens d'automobiles ne dépasse pas 2% en termes de résistance au cisaillement. Ce décalage démontre que l'argument de l'exclusivité du produit n'est qu'un habillage marketing pour justifier des grilles tarifaires déconnectées des coûts de production. La logique globale de ce système ne repose plus sur la durabilité de l'objet, mais sur l'optimisation rigoureuse de son cycle de vie économique. Les constructeurs calibrent la résistance mécanique de leurs moteurs pour qu'ils franchissent sans encombre la période de garantie légale et les contrôles techniques obligatoires des premières années. Après quoi le coût des pièces captarise la valeur de la voiture. Les marges ne se font plus sur la vente du véhicule neuf, comprimé par la concurrence internationale et les taxes environnementales, mais sur le monopole des pièces de rechange complexes et des modules de gestion électronique.